des risques psychosociaux. On est ravis de vous voir aussi nombreux puisque vous êtes déjà 85 personnes connectées. Donc, une petite introduction sur la partie technique, notamment si vous avez le moindre problème de son ou de caméra, pensez à utiliser un navigateur récent comme Google Chrome par exemple. Sur des vieux navigateurs, l'outil de webinaire peut être un peu moins performant. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez copier-coller l'URL de ce webinaire dans un navigateur récent. Donc, ce webinaire vous est proposé par les entités du groupe Clésia. Il fait partie d'un éventail de services d'accompagnement qui sont mis à votre disposition et à celle de vos salariés pendant la crise sanitaire. Donc, ces services concernent un accompagnement de vos salariés autour de la gestion du stress, de la maladie, du bien-être, un accompagnement des dirigeants dans le cadre de la crise économique qui découle des mesures de confinement, et un accompagnement dans la gestion du stress des salariés en entreprise à la lumière de la période difficile qu'on vit actuellement. Et donc, ce webinaire qui est organisé en partenariat entre Goldmap et le groupe Clésia vient concrétiser donc l'accompagnement autour de la gestion des risques psychosociaux. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes et on consacrera 10 à 15 minutes à la fin pour essayer de prendre l'ensemble de vos questions. On vous enverra à l'issue du webinaire les slides de la présentation et un replay du webinaire qui sera accessible pendant 7 jours. Donc, si vous devez partir 5 minutes en avance, il n'y a pas d'inquiétude. C'est Isabelle Hastings qui va animer ce webinaire et que j'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui. Donc, Isabelle travaille régulièrement avec nous sur les thématiques de prévention des risques psychosociaux et de qualité de vie au travail, puisqu'elle est consultante en prévention des RPS, en qualité de vie au travail et en pratique managériale. Et elle est également spécialiste, notamment de la thématique du télétravail, de la gestion des équipes et de la communication dans les équipes en télétravail. Donc voilà, elle va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Je vous souhaite un très bon webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, je vous retrouve donc dans 45 minutes pour la partie questions-réponses. Bonjour Isabelle. Merci Arthur pour l'introduction. Bonjour à tous. Je vois que vous vous connectez au fur et à mesure. Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer ce webinaire avec vous, effectivement, sur la question des risques psychosociaux, la prévention des risques psychosociaux. Alors, on a 45 minutes pour vous présenter cette thématique. L'idée, c'est d'être à la fois dans l'explication, que vous compreniez bien de quoi on parle quand nous parlons de risques psychosociaux, quelle définition, quel contexte cela peut recouvrir, et puis ensuite aller assez rapidement sur votre quotidien, votre environnement et ce que ça peut avoir comme impact à vous dans votre environnement, dans le contexte que nous connaissons tous, qui est un contexte particulier depuis quelques mois. Évidemment, l'idée étant d'arriver à apporter des pistes de solutions, des possibilités peut-être de prévention au niveau individuel ou au niveau collectif. On verra ça tout au long de notre présentation. On conservera effectivement un moment à la fin pour répondre à vos questions. Alors, par souci en quelque sorte de lisibilité de l'intervention, ce que je vous propose, c'est que vous mettiez vos questions au fur et à mesure, si vous le souhaitez, dans le chat pour que Arthur puisse ensuite, je dirais, remonter les questions qui reviennent le plus fréquemment, hein, et puis peut-être avoir cet échange avec vous sur la fin du webinaire. Alors, vous avez vu, hein, vous êtes très nombreux, 90, 100 là qui vous connectez, donc ça fait beaucoup de monde avec probablement pas mal de profils différents. Donc, en fonction de vos profils, vous avez peut-être une attente un peu particulière sur cette thématique parce que c'est vraiment très large, hein, les risques psychosociaux. On peut vraiment l'aborder de plein de manières. Donc, je vais essayer d'être à la fois assez, comment dire, global pour que ça touche tout le monde et en même temps, par moment, peut-être avoir un accès ou une approche plus RH, plus prévention des risques, plus manager, hein, en essayant de faire en sorte que cela vous parle à chacun d'entre vous. Alors, très rapidement, le déroulé de cette intervention, donc la définition, les spécificités, oui, je l'ai évoqué, les facteurs de risques psychosociaux que l'on peut le plus communément observer, comprendre le travail, une petite notion peut-être de psychologie du travail qui peut être intéressant pour comprendre parfois les écarts d'appréciation sur le travail.
Et puis ensuite, les niveaux de prévention qui sont quelque chose de vraiment clé lorsqu'on parle de prévention de risques psychosociaux. Hein, et on activera ensuite les différents repères, leviers de prévention que l'on peut mettre en place. Alors, RPS, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que c'est ce mot, risques psychosociaux, qui parfois fait peur, parfois est un peu méconnu. Si vous deviez, vous, associer un mot à RPS, quel est le mot qui vous vient spontanément à l'esprit? Vous pouvez utiliser le chat et nous envoyer par le biais de cet outil-là, eh bien, votre représentation de ce mot-là, puisque c'est vraiment très vaste. Alors, je vois effectivement stress, burn-out, détresse psychique. Alors voilà, donc tout un tas de représentations qu'on peut avoir. Effectivement, bien-être au travail. Donc là, c'est une version plus peut-être positive des risques psychosociaux. Nouveauté, quelqu'un qui ne connaît pas les risques psychosociaux, isolement. Ok, super, quelle abondance, c'est remarquable. Fatigue morale, collective, gestion des risques. Tout ça est juste, hein, tout ça est vrai. Donc vous voyez je dirais l'étendue de ce bonjour aussi. Vous voyez l'étendue de cette notion. Alors déjà, un tout petit retour et on va revenir sur les mots que vous avez utilisés. Oui, tout est communiqué à la fin de la conférence. C'est du jamais vu pour notre génération. Oui, c'est ça. J'imagine qu'effectivement, nouveauté, c'est un terme dont on ne parlait pas il y a encore quelques temps. Alors, si on fait un tout petit historique de la notion de RPS, pardon, je viendrai à la QVT, qualité de vie au travail ensuite. La notion de RPS, eh bien, on va dire l'historique de cette notion-là, c'est les années 50, 70, donc c'est relativement, enfin, c'est l'histoire récente, hein, une notion qui émerge aux États-Unis dans les années 50-60, notion qui est à la fois associée à la QVT, donc là c'est encore un acronyme un peu barbare, qualité de vie au travail. Hein. On expliquera un petit peu comment est-ce que les RPS en fait sont un peu à la genèse de la QVT. Et puis ensuite en 46, santé mentale, santé globale, santé évolutive et construite, c'est la définition que donne l'OMS de la santé. La santé n'est pas seulement une absence de maladie, mais un épanouissement complet, mental, psychique et social. Ça, c'est la définition de l'OMS de la santé. Donc, quand on réfléchit à la santé sous cet angle-là, eh bien, ça élargit beaucoup le champ, hein, finalement, des facteurs qui vont permettre la santé. Donc là, c'est une notion encore qui est un petit peu ancienne, hein, qui vient nourrir les travaux qui ont été faits ensuite sur les RPS. Et puis, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue cadre juridique, cadre légal, eh bien, le Code du travail qui vient spécifier par l'article 41-21, qui est vraiment l'article de référence quand on parle de santé au travail et de gestion des risques psychosociaux, entre autres. C'est donc l'obligation de santé et de sécurité des collaborateurs. Alors, au travail. Donc, je vais pas faire un cours de droit, un cours d'histoire des RPS parce que je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui. On a trop peu de temps, hein, ensemble. Mais par contre, c'est que vous compreniez que c'est un enchaînement, hein, qui nous amène aujourd'hui avec les différents textes de loi, puis les ANI qui sont les accords nationaux interprofessionnels successifs, hein, qui ont mis le sujet des RPS au cœur de l'actualité des négociations patronales et syndicales. On a très récemment, la semaine dernière encore, hein, eu un nouvel aboutissement d'un ANI, notamment qui porte sur le télétravail, hein, et qui a quand même une approche de prévention aussi des risques psychosociaux, hein, donc c'est pas complètement déconnecté. Voilà, pour dire que tous ces textes, en fait, hein, progressivement viennent transformer à la fois la prise en compte des facteurs de risques psychosociaux, des situations de risque psychosocial, et puis mettre en place des éléments qui vont favoriser plutôt quelque chose de positif qu'on va appeler la qualité de vie au travail. Donc, quand on est sur la gestion des risques, on parle de prévention des risques psychosociaux, hein, quand on va essayer de supprimer ou d'éliminer des éventuels risques qui vont amener à tout ce que vous avez listé dans le chat. Donc, quand on passe de cette prévention-là à mettre en place plutôt des facteurs qui sont des facteurs qui vont promouvoir un équilibre au travail et un épanouissement au travail, là, on va basculer dans des actions plutôt qualité de vie au travail. Donc, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Pardon, je suis allée un petit peu vite.
la notion. Les risques psychosociaux, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de TPS. Il y a RPS, TPS, les risques psychosociaux et les troubles psychosociaux. Donc les risques psychosociaux, ce sont les grands risques qui ont été, pour lesquels on a identifié donc des familles de risques comme des catégories en quelque sorte de risques qui vont générer des situations de détresse, de stress. Et puis les TPS qui sont les troubles psychosociaux. On parle parfois des manifestations et c'est souvent ce que vous avez listé à droite. C'est souvent ce qu'on observe finalement en termes de résultats. On a d'un côté les risques qui sont en présence et puis il y a le résultat qui vont être les troubles, les manifestations de ces difficultés psychosociales. Donc, vous aurez la présentation, comme ça vous pourrez regarder précisément les éléments qui sont indiqués dans le PowerPoint, là, dans les slides, mais pour bien comprendre l'enchaînement de cette différence entre les RPS et les TPS. Alors, si on prend le rapport Golac, un Golac du nom de Michel Golac qui a travaillé sur ce rapport, exigence du travail, on y reviendra un petit peu après sur ce que ça vient délimiter, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, le manque de soutien social et de reconnaissance au travail, les conflits de valeurs que l'on peut avoir éventuellement auxquels on peut avoir à faire face, et puis les notions d'insécurité d'emploi et de travail, d'une manière générale, l'accompagnement au changement ou la difficulté d'accompagnement au changement qu'on peut retrouver. Ces familles de risques sont très souvent utilisées pour catégoriser les entreprises lorsque l'on fait des audits, par exemple RPS en entreprise ou des baromètres RPS en entreprise. Bien, très souvent, on va venir sonder chacune de ces dimensions-là pour voir si les facteurs de risque sont en présence ou plutôt en point d'appui. Si jamais dans une entreprise, il y a beaucoup de reconnaissance et beaucoup de soutien social, ça va être un point d'appui pour une bonne qualité de vie au travail. Ce qui est intéressant au niveau des effets, des symptômes, des manifestations, donc des TPS, c'est de bien, là aussi, les scinder je dirais à 3 niveaux. Il y a l'échelle individuelle, le ressenti en général sur la santé de la personne, l'impact sur la santé de la personne. Et il y a plusieurs exemples que vous trouvez là qui sont, vous regarderez en regard de ce que vous avez mis, vous, dans le mot que vous évoquez, le RPS. Donc, très souvent, c'est une manifestation individuelle. Ensuite, il y a une échelle collective. Donc, c'est plutôt la dimension d'équipe, éventuellement d'entreprise, quand c'est un peu plus large. Donc, on a là un deuxième effet. Parfois, on parle d'ambiance au travail. Bon, l'ambiance au travail, elle peut être une résultante de facteurs en présence qui sont des facteurs de risque psychosocial ou sociaux. Et la résultante, elle est d'un côté individuelle sur quelques personnes peut-être, plus ou moins importantes dans l'entreprise, et elle va peut-être, probablement, potentiellement, avoir un impact sur l'ambiance du collectif de travail. Voilà, donc ce sont ces manifestations-là que souvent on observe et on va focaliser les RPS sur les manifestations sans forcément remonter au niveau des troubles. Au niveau des risques, pardon, si je m'en mêle les pinceaux. Tout ça pour arriver à une définition que j'essaie la définition la plus simple possible, parce que je trouve que la simplicité, c'est souvent l'efficacité. Donc, les risques psychosociaux, c'est un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs, des collaborateurs. Leurs causes sont à chercher à la fois dans les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation du travail et aux relations au travail. Quand on regarde un petit peu les travaux qui ont été faits sur le sujet des RPS, on a aussi, en plus de cette définition, je dirais, ce que je trouve quand même intéressant, c'est aussi sa capacité individuelle à faire face à des situations qui viennent à nous, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'à une situation identique, 2 personnes vont avoir des réactions potentiellement différentes. Donc, ça n'est pas déterminant. Le contexte, la situation, les conditions d'emploi, elles vont pas avoir les mêmes effets sur un même groupe de personnes. Donc, il y a une notion quand même, moi je trouve, de réaction, en anglais, on parle du coping, c'est les termes qui sont utilisés dans les travaux sur les risques psychosociaux. Le coping, c'est la façon qu'on a de faire face et de mettre à sa propre disposition, des ressources personnelles pour faire face à des situations.
On y viendra un petit peu plus tard. Voilà, donc cette définition qui vient quand même bien cadrer ce qu'on appelle un RPS, et vous avez en dessous la source, hein, qui est le site du ministère du Travail, et qui a un dossier assez complet sur les RPS. Si vous voulez creuser un petit peu, vous pourrez avoir plus d'infos. Alors, je vois la question de Sabine, je ne peux pas empêcher d'y répondre rapidement, on y reviendra tout à l'heure. Bien sûr que le contexte actuel, hein, va être tout à fait un facteur complètement légitime dans les RPS. Tout à fait. Alors, la spécificité du contexte actuel Covid, on y vient. On est dans un contexte quand même très particulier, je dirais inédit quand même, hein, dans cette ampleur-là. Dans cette ampleur-là inédit, quel est le lien qu'on va faire entre le contexte actuel de la crise sanitaire et les risques psychosociaux? Eh bien, vous observez, hein, autour de vous, vous êtes probablement de plusieurs entreprises différentes, mais vous observez chacun pour soi, eh bien la modification, la mutation de ce qui s'est passé au niveau du travail pour vous depuis plusieurs mois. Donc, un télétravail qui a dû se faire en masse et dans l'urgence. Si on reprend les chiffres du début d'année, il y avait moins de 3% des travailleurs, des collaborateurs qui étaient en situation de télétravail organisée régulière, c'est-à-dire avec une charte ou un protocole signé par l'entreprise. Donc, c'était assez peu de personnes. 3% de personnes qui avaient l'habitude et les outils pour télétravailler. Le reste se sont mis de fait dans la peau du parfait télétravailleur, avec plus ou moins de facilité étant donné le contexte. Et puis, un chiffre que je trouve intéressant aussi, c'est que 9 personnes sur 10 qui s'est retrouvées au télétravail, enfin qui s'est retrouvées chez soi à télétravailler, n'avaient jamais télétravaillé auparavant. Voyez, donc une nouveauté, quelque chose de complètement subi, et puis sans aucune possibilité d'adaptation, de temps d'adaptation surtout pour s'y mettre. Ça a été vraiment de presque un jour à l'autre. Ça vous a pas échappé, et aujourd'hui compris qu'on est énormément sur nos écrans, beaucoup sur nos écrans, des longues journées. Certains d'entre vous ont des journées qui se résument à des successions de Zoom ou de Teams ou d'autre chose, mais voilà, donc on est quand même énormément connectés, donc une surconnexion importante. Les horaires de travail, alors en fonction des activités, en fonction des contextes, ça peut être assez variable, soit une charge en fait qui s'est inversée, soit un sous-régime, notamment pour les personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel ou bien dans des activités qui ont été fortement impactées, ou alors au contraire situation de crise avec obligation d'adaptation, de réactivité, et puis là pour le coup une surcharge importante. Pour certains, dans certains secteurs, hein, qui ont été très sollicités, à l'inverse, c'est bien une charge très très lourde. Des horaires de travail étendus, cette difficulté qu'on a tous eu, hein, je l'entends beaucoup moi dans les séminaires, webinaires que j'anime sur le télétravail, de la difficulté de déconnecter au-delà du temps de travail, hein, au-delà de la charge, c'est la difficulté de fermer l'écran et de quitter la pièce, parce qu'il n'y a plus la notion d'espace-temps, d'espace-lieu en fait, hein, pour son travail. Donc, du coup, des horaires vraiment à rallonge. Donc, en ce sens, vraiment, soyez vigilants. Le droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui est en général mis en place par les entreprises, et la difficulté, c'est souvent de se faire une discipline par rapport à ça. Porosité des lieux, des temps de vie. Alors, c'est assez paradoxal parce que le télétravail, pour parler du télétravail là, dans la situation Covid, c'était, enfin, l'argument que les collaborateurs en général, hein, retiennent pour le télétravail, si on parle avant la crise Covid, et j'ai pas mal animé de sessions avant avant qu'on soit dans cette situation sanitaire, ce que j'entends parmi les collaborateurs, c'est que l'argument phare pour bénéficier du télétravail, c'est un meilleur équilibre des temps de vie. Quand on voit quelques mois après où on en est par rapport à cette question des temps de vie, c'est pas si simple et c'est pas si évident que ça en fait, hein, que le télétravail facilite l'équilibre des temps de vie. Il y a vraiment une porosité entre son lieu d'habitation et son lieu de travail qui deviennent vraiment identiques, et donc ça va créer là aussi un risque particulier.
Le collectif, vous l'avez tous bien sûr vécu, les collègues, le groupe, l'équipe, l'entreprise, tout ça, c'est quelque chose qui s'est peut-être un peu délité ces derniers temps, dans la notion du contact et du lien, alors que c'est une valeur forte pour tous et chacun d'entre nous. Je lisais une étude récemment qui mentionnait que 67% des personnes interrogées avaient une vision, positive et valorisante de leur relation d'équipe. C'était quelque chose pour eux qui comptait et qui était quelque chose de l'ordre plutôt du soutien, vous voyez, d'avoir plutôt des amitiés professionnelles, enfin des personnes sur qui on peut compter au travail. Alors, on va pas se cacher que parfois, il y a des équipes où il y a un peu de tension, c'est pas forcément évident, il y a un peu des inimitiés aussi, mais au global, 67% des personnes interrogées valorisaient plutôt la relation professionnelle. Donc, ça, c'est quelque chose qui là, depuis quelques mois, est quand même plus absent. Et puis, trop d'isolement, pas assez de calme à la maison. Alors le premier confinement, la première saison, vous avez tous eu les contraintes d'avoir les enfants non scolarisés, d'avoir peut-être plusieurs personnes qui télétravaillaient en même maison, même appartement. Enfin, la promiscuité, voilà, la charge mentale aussi. Et puis peut-être aujourd'hui, c'est peut-être si vous avez un télétravail qui est assez intense, plusieurs jours par semaine, voire la totalité de la semaine, eh bien, l'isolement, à l'inverse, de journées complètes où il faut s'organiser, il faut s'inventer sa routine de travail de la semaine complète. C'est pas du tout la même chose que d'être 2 jours par semaine en télétravail. Voilà. Donc tout ce contexte-là, eh bien, peut avoir un impact, bien sûr, sur un impact en matière de risque de RPS. Et ce serait intéressant je vais vous poser la question de la même manière que je vous ai demandé pour votre vision des RPS. Qu'est-ce que vous observez en fait en manifestation de tout ça? Là, je vous ai parlé plutôt des facteurs, plutôt du contexte qui venait nourrir éventuellement des RPS. Qu'est-ce que vous observez pour vous, autour de vous, chez vos collègues, dans vos équipes, chez vos managers, vous managers dans vos équipes? Qu'est-ce que vous observez en termes de manifestation de RPS? Et je vous laisse quelques petites minutes pour... Ok, une tension qui monte un peu plus vite entre salariés, la charge mentale, forte irritabilité. Là, ça, c'est la réaction comportementale qu'on va avoir à une situation de stress. On a plusieurs choix dans sa réaction comportementale. On a le choix du retrait, l'inhibition, et on a le choix de l'agressivité. Alors, quand je parle de choix, c'est un choix, pas nécessairement conscient. Et donc, le choix de l'agressivité, le choix de confronter, ça peut amener de l'irritabilité. Fatigue visuelle, bien sûr, la connexion, fatigue mentale, moins d'échanges, perte de lien. Les maux de dos, ça c'est vraiment somatique ou alors mécanique, lié à la sédentarité des écrans. Le détachement des salariés, des engagements. Là, vous voyez, on va arriver typiquement sur un facteur plutôt collectif, d'ambiance de travail. Problème de concentration, ok, ça c'est individuel. Manque de motivation pro, l'engagement, ça c'est quelque chose qui va être une résultante. L'investissement, ok, un flou concernant l'avenir, on va en parler effectivement, la perte du lien, panique de la direction, d'accord, donc on sent une espèce de fébrilité, c'est ça qui est un peu perceptible autour de soi. La mauvaise communication. Alors, juste un mot sur la communication. C'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure aussi, la situation fait qu'on est énormément connecté et qu'on a switché, on a passé beaucoup de communication d'oral, de l'oral à l'écrit, parce que fatalement, on ne voit plus dans les bureaux, on ne voit plus autour d'une salle de réunion, etc. Donc, comment est-ce qu'on remplace ça en fonction des organisations? Soit c'est plus de mails, donc c'est pas nécessairement, je veux dire, une victoire pour sur le système, mais plus de mails, donc plus d'écrits, plus de chats, ce que l'on fait là, éventuellement si vous travaillez sur des outils collaboratifs type Teams ou Slack ou des outils comme ça, et bien c'est pareil, c'est des chats d'équipe ou des salons de réunion d'équipe ou des salons tout court d'équipe. Donc on passe beaucoup sur de l'écrit, d'accord? Quand on est sur l'écrit, on envoie un message et donc on est émetteur de ce message. On ne sait pas de quelle manière la personne le reçoit. On suppose qu'il le reçoit comme nous on l'a émis, mais ça c'est notre supposition.
Et souvent, il y a des malentendus. Voilà, malentendus. Il y a des filtres, des barrières de communication qui se mettent dans le message écrit et le message est mal reçu. Donc, on va nécessairement, mathématiquement, je dirais par la quantité, avoir des problèmes de communication ou des déviations de communication entre les personnes. C'est vraiment important dans ces moments-là de porter vraiment une grande attention à sa communication. Je dirais qu'on soit, quelle que soit sa position, qu'on soit manager évidemment, mais bien sûr qu'on soit aussi collaborateur. Alors, court-circuitage des collaborateurs, problème de transmission d'infos, je le mettrais peut-être dans la même catégorie. Hein, je dirais l'enjeu, hein, c'est vrai, c'est la gestion de l'info, le partage de l'info. Il y a pas mal d'infos qui passent en mode, je vais pas dire en mode moquette parce que ça serait pas très valorisant, mais parce qu'on est au bureau, parce qu'on entend, parce que il y a une réunion spontanée qui se met en place et que l'information est partagée. Mais quand on n'est plus finalement physiquement présent au travail, eh bien on va avoir cette déperdition là. Hein. Donc on va peut-être le ressentir et c'est ce que vous disiez tout à l'heure comme un court-circuitage. C'est pas nécessairement l'intention qui a été à la base, hein, celle-ci, mais c'est plutôt une absence, une non-gestion du partage de l'information à tous. Ok. Je regarde rapidement s'il y a des choses un peu différentes. Autonomie dans le télétravail du fait du travail qui fait peur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe, l'autonomie, plus d'autonomie. Alors plus d'autonomie, bien sûr. Alors l'autonomie, souvent quand je demande la définition, on me dit c'est savoir travailler seul. Bah, c'est pas tout à fait ça. Hein. L'autonomie, c'est avoir l'énergie et je dirais le déclencheur interne qui nous fait aller vers l'autre, même si on n'a pas de cadre pour le faire. Hein. C'est d'être soi-même suffisamment en mouvement vers le groupe, vers le réseau, vers l'équipe, pour pouvoir à la fois transmettre, recevoir de l'info en données et faire avancer les sujets. Voilà. Alors, je peux pas tout lire parce que sinon je vais vous perdre. Vous allez me perdre. Je sais pas dans quel sens ça va le faire, mais on pourra peut-être avec Arthur reprendre certains points s'il y a des questions qui ne sont pas adressées ici. Mais vous avez bien compris. Hein, mon propos, c'est de dire qu'il y a un contexte, hein, et puis il y a du coup des manifestations de troubles pour le coup psychosocial qu'on va pouvoir observer. Alors, si on regarde un petit peu les grandes catégories de ce qu'on observe, hein, c'est effectivement l'environnement, je dirais les changements que ça va impliquer au niveau de l'horizon professionnel, de l'horizon économique que l'on peut avoir. Alors, soit à son petit niveau, j'irai au niveau micro, dans sa propre organisation de travail, les sujets, il y a une réorganisation, il y a des repriorisations qui se font. Je vous donne juste un exemple. Il y a quelques mois de ça, c'était une petite année, on va dire. J'étais avec un client qui souhaitait qui souhaitait parler de qualité de vie au travail pour ses collaborateurs et les collaborateurs souhaitaient pouvoir bénéficier du télétravail. Et le client me dit non, le télétravail c'est pas du tout d'actualité pour nous. Et on était en novembre 2019. On verra ça en 2021. Ok, bon, c'était pas le sujet. 3 mois, parce qu'on n'a pas la possibilité technique, parce que il y avait pas mal de raisons tout à fait objectives de pas le faire. Et 3 mois après, eh bien, on s'est retrouvé. La priorité numéro 1 est devenue le télétravail. Donc voilà, une repriorisation complète des dossiers, des sujets, qui peut mettre en difficulté, incertitude économique pour soi, pour ses proches, pour son entourage, incertitude organisationnelle, comment la société, l'entreprise va se réorganiser, va se redimensionner, va éventuellement se séparer de collaborateurs. Tout ça, c'est quelque chose qui est très anxiogène, on ne va pas se mentir. Donc, c'est dans les catégories de Golac, de Michel Golac dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a cette question de la capacité à se projeter dans le changement. Et bien, typiquement, là, on est dans une phase, dans une époque dans laquelle cette notion de changement, elle est vraiment clé pour les collaborateurs.
Alors, on est aussi dans un collectif de travail qui doit retrouver ses marques avec plein de changements, plein de choses à mettre en place et notamment en termes d'organisation du travail, avec la question du travail à distance. Voilà, les temps et les modes de rencontre sont différents. Tout ça, ça questionne vraiment complètement la façon de travailler et son rapport au travail. Et puis après, il y a un rapport au risque sanitaire qui est variable et subjectif, hein, que vous ayez été touché de près dans votre famille, autour de vous, ou pas, ça change un peu les choses, hein, la variable d'ajustement n'est pas la même. Et puis après, il y a aussi la capacité qu'on a à envisager la maladie, l'esprit positif ou moins positif qu'on peut avoir. Vous avez vu les chiffres, hein, qui sont sortis il y a 2 semaines sur l'anxiété chez les collaborateurs. 20%, quasiment un collaborateur sur 5 est en situation d'anxiété importante, hein. L'anxiété, la définition de l'anxiété, c'est la projection négative sur l'avenir. C'est assez simple, hein. C'est-à-dire que quand je regarde ce qui va m'arriver, j'ai plutôt une perception positive, plutôt négative, plutôt entre les deux, hein. Quand vous vous posez cette question-là, chacun pour vous, hein, j'ai pas besoin de la réponse, mais vous pouvez voir si vous êtes dans cette catégorie d'anxiété ou pas. Et puis après, il y a plein de graduations différentes. Donc évidemment, le Covid-19, ce qu'on vit en ce moment, ça a forcément un impact important sur les RPS, pardon, sur les RPS. J'essaie de lire en même temps les notes qui arrivent pour voir s'il y a des choses avec lesquelles je peux faire des liens. Voilà, donc les spécificités, c'est le travail sur écran, on l'a dit, la fatigue cognitive visuelle. Fatigue cognitive, vous avez dit certains d'entre vous tout à l'heure, la charge mentale, l'impression qu'on est tout le temps en ébullition. Quand vous enchaînez plein de réunions à la suite, c'est quand même c'est hyper sollicitant, hein. Bon, après, on les a aussi souvent quand on est en présentiel, mais peut-être il y a une cadence encore plus forte quand on est à distance. Sentiment d'éloignement, d'isolement des collègues, de l'encadrement, c'est vraiment quelque chose de fort, hein, le soutien social pour certaines personnes. Et ça, peut-être que je m'adresserai particulièrement aux managers là. Dans vos équipes, vous avez des personnes qui vivent seules en fait, hein, et qui vivent seules et qui n'ont pas, enfin, je veux dire, pour lequel le lien du travail, le lien de l'équipe est, je veux dire, prioritaire dans la journée, dans la semaine. Et s'il n'y a pas ce lien-là, eh bien, il y a pas d'autre lien, hein. Donc, pour ces personnes-là, c'est vrai, c'est une attention particulière de maintenir le lien et d'être bien vigilant, en fait, hein, sur la façon dont la personne traverse cette période. La question du sens, bah oui, parce que je regarde, je pense que certains l'ont peut-être dit. Bah oui, vous le dites, Frédéric, sens au travail, du fait d'un repli sur soi, manque de communication off avec les autres, on perd le sens et c'est un peu la question. Et au fond, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et au fond, à quoi ça sert? Et au fond, à quelle cause finalement je contribue, vous voyez? Toutes ces questions-là qu'on peut se poser aussi, hein, en temps normal, mais là, elles sont peut-être d'autant plus, je veux dire, mises en avant dans une époque où on se rend quand même compte de ce qui est essentiel, important, la santé et puis je dirais la sécurité aussi économique, hein, qui est quand même quelque chose de central dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises aussi, pour que tout d'un coup la question du sens devienne vraiment prioritaire. On voit pas mal de changements de vie là, hein, ces temps-ci, soit de localisation, soit même de redimensionnement complet, de réorientation professionnelle, pardon. Bon, pour certains, c'est plutôt de manière contrainte, tout à fait. Et puis la question de la porosité entre les différentes sphères, qui va aussi être quelque chose qui va se manifester.
Alors, les facteurs des RPS, qu'est-ce qu'on a comme facteurs de RPS? On a dit tout à l'heure, et je vous les ai remis ici, les 6 grandes familles du rapport Golac. Alors, c'est déjà un petit peu ancien Golac, mais je trouve qu'il est assez, comment dire, exhaustif. On peut retrouver des choses, même si elles n'étaient pas identifiées au départ par Golac, on peut les remettre dedans. Leur réattribuer en fait la bonne catégorie. Donc il y a la question de l'exigence du travail. Donc l'exigence du travail, c'est, on entend souvent, on parle de quantité et qualité du travail. Donc quantité, c'est la charge, hein, la charge de travail. Et donc là, le facteur de RPS, ça va être soit une sous-charge, soit une surcharge. Il ne faut pas croire que c'est uniquement la surcharge qui faut être un facteur de RPS. Quand on est en sous-charge, si c'est momentané, on va dire que c'est un moment de récupération et que ça permet de traiter des dossiers de fond, de faire un peu de rangement, enfin bon, de se reposer aussi parfois. Mais si c'est quelque chose qui s'installe, on va basculer du côté de l'ennui, vous voyez. Et ça, c'est l'ennui au travail, c'est quand même assez terrible. Donc, ou le sentiment d'être sous-utilisé, hein, c'est quand même assez terrible. Donc quantitative, qualitative, c'est aussi cette idée de la qualité du travail qu'on me demande de faire. Est-ce que ce qu'on attend de moi, bien je suis, comment dire, en capacité j'ai les capacités, les compétences pour pouvoir, y répondre, ou bien ce qu'on attend de moi est trop éloigné de ce que je sais faire, c'est trop dur, hein. Et donc j'essaye, mais j'y arrive pas. Et donc là, j'ai un retour négatif à la fois de mon estime, enfin oui, mon estime, et puis de ce qu'on me renvoie aussi. Ou alors, au contraire, je n'ai des tâches à faire que assez barbantes et rébarbatives et qui ne m'intéressent pas et pour lesquelles je suis. C'est un jeu tout à fait pédagogique, hein. Je suis surdimensionnée, donc bon, bah, je fais ça parce qu'il faut bien le faire, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Et ça, c'est cette exigence-là, donc en creux, en quelque sorte, ça peut devenir un RPS. Alors, je lis en même temps. Le chef d'entreprise n'a pas forcément le temps de se soucier des RPS. Alors, je pense que c'est pas tout à fait dans ces termes-là que ça doit se poser. Si vous voulez bien, on gardera ça pour la fin pour pas, pour ne pas, comment dire, trop interrompre. Mais c'est-à-dire que c'est pas une question, c'est pas binaire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas je sauve l'entreprise ou je m'occupe des RPS, hein. C'est, je sauve l'entreprise et je prête attention aussi, hein, à ce qui se passe à l'intérieur parce que vous avez rappelez-vous tout à l'heure, j'ai parlé de l'obligation de santé et de sécurité, au travail de vos collaborateurs et ça, c'est la responsabilité du chef d'entreprise et de sa ligne managériale, hein, de favoriser, de donner un environnement de travail qui soit sécure, hein, qui soit sécurisant. C'est pas, après, bien sûr qu'il y a la notion économique, hein, la sauvegarde de l'entreprise, mais ça ne peut pas se faire au détriment de la santé du collaborateur. Voilà, je vais passer rapidement sur les facteurs parce que je me rends compte que l'heure tourne et que je peux pas rentrer en détail de chacune de ces éléments-là. Mais vous voyez bien, hein, les exigences émotionnelles, l'autonomie, les rapports sociaux, les conflits de valeurs et l'insécurité socio-économique qui sont les grands catégories de RPS. Après, vous pouvez tout à fait, chacun dans vos environnements, essayer de voir de quelle manière ou dans quel domaine votre entreprise a des RPS plus présents que d'autres. Ok. Pardon, je suis juste ici, voilà. Donc comprendre le travail pour agir. Un petit mot très rapide sur le fait de comprendre que ça, c'est une notion de psychologie du travail. Je vous la dis de manière très succincte, mais elle permet quand même de comprendre un petit peu les décalages de perception qu'on peut avoir et le ressenti négatif parfois des collaborateurs, hein, les RPS que les collaborateurs peuvent subir ou vivre. Donc il y a d'un côté ce qu'on appelle la charge prescrite, hein, ce qu'on me demande de faire, hein, la liste des tâches, la description de mon activité, de mon job. Donc ce qu'on me demande de faire, c'est la charge prescrite, c'est ce qui est le plus objectif. Alors il y a des endroits où il n'y a même pas de description de tâches, hein, de poste. Et quand vous avez cette description-là,
eh bien, c'est ce qu'on appelle la charge prescrite. Après, il y a la charge réelle. C'est comment je m'adapte, moi, en fonction de la situation. C'est qu'est-ce que j'en fais de cette charge prescrite? Qu'est-ce que je mets comme solution en place, comme outil, comme énergie, comme ressources personnelles pour faire face à cette charge prescrite? Et puis ensuite, mes ressentis. C'est-à-dire que soit, j'ai mis en place tout un tas de dispositifs, tout un tas d'outils, tout un tas de compétences en place et moi, c'est quelque chose qui m'épanouit, hein, et qui me rend fière de ce que je fais, qui me donne l'impression d'être utile. Et là, c'est quelque chose, c'est un effet positif, hein. Donc, je suis plutôt avec un résultat, une résultante, un impact positif entre ma charge prescrite et ma charge réelle. Et par ailleurs, je peux tout à fait aussi essayer, faire et avoir un ressenti négatif parce que c'est soit jamais assez, soit pas la bonne façon, soit je m'épuise. Enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, euh, quand on comprend bien, quand il y a quand comment dire, l'écart entre la charge prescrite et la charge réelle est très différente, c'est là qu'on peut peut-être avoir des charges subjectives négatives apparaître, hein, qu'on peut voir apparaître, pardon, je vais parler dans le bon sens, qu'on peut voir apparaître des charges subjectives négatives qui vont avoir des impacts sur la qualité et la performance du travail. Et là, peut-être faire une petite boucle avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la nécessité du chef d'entreprise de se soucier ou non des RPS. J'ai envie de vous dire qu'à l'arrivée, l'impact, il va aussi être pour l'entreprise, hein. C'est pas uniquement une question de santé, même si c'est pour moi central, mais si du point de vue peut-être du dirigeant, de réfléchir aussi au fait que la prise en compte de ces risques psychosociaux et la diminution des risques, et donc la diminution des manifestations, va avoir un impact positif sur la performance, l'efficacité, la productivité en fonction de vos secteurs d'activité de l'entreprise. Les chiffres sont là, ils existent, hein, qui mettent vraiment la relation entre les deux. Donc là-dessus, il n'y a pas de, je veux dire, je pense pas que ce soit un choix qu'il y a à faire. Les 3 niveaux de prévention, alors, là aussi, c'est une notion qui est très, très, présente dans les RPS pour comprendre et après l'idée, c'est que vous puissiez chacun où vous en êtes, hein, vous l'approprier si ce n'est déjà fait et puis, l'insérer dans vos propres politiques de prévention des RPS dans vos entreprises. Souvent c'est représenté sous la forme d'une pyramide, hein, on parle de la pyramide de la prévention, c'est 3 niveaux de prévention. Le premier niveau qui est le niveau de prévenir, donc c'est-à-dire qui arrive avant que le risque n'advienne. Donc c'est en amont et c'est en général au niveau le plus global, le plus macro que ce niveau de prévention s'exerce. Donc c'est la prévention primaire. Et donc là, c'est un niveau qui va chercher à analyser l'environnement de travail pour voir à quel endroit est-ce qu'il y a des facteurs de risque en place, hein. Donc les 6 familles de Golac, eh bien, alors Golac, tel que je vous les ai montré, c'est dans le texte. Après, vous avez plein d'outils, hein, type baromètre, audit, etc., qui vont se nourrir de Golac et d'autres et proposer de scanner, de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'environnement de travail et où sont les facteurs de risque, pour ensuite proposer des solutions organisationnelles, de processus de travail pour éviter les risques, hein. Par exemple, l'audit RPS d'une BU, c'est tout à fait une action de prévention primaire. Vient ensuite la prévention secondaire qui va plutôt être au niveau du curatif, hein, celle qui vient après que le risque soit en place. C'est un niveau d'information qui va vraiment être un peu une veille au quotidien pour regarder ce qui se passe, détecter et surveiller les expositions au risque, hein. Au niveau primaire, on va chercher les facteurs et au niveau secondaire, on va surveiller l'apparition ou non des troubles et des risques et les expositions à ces fameux risques. Et puis ensuite, adapter les ressources des salariés pour qu'ils puissent faire face aux risques présents dans l'organisation. Donc là, on est beaucoup sur des actions de formation, hein, formation, sensibilisation, que ce soit au niveau managérial. Vous voyez beaucoup de formations, prévention des risques psychosociaux pour les managers, gérer son équipe en tenant compte des RPS. Voilà, tous ces niveaux de formation dans lesquels on intervient, nous, les préventeurs, visent vraiment à acculturer en quelque sorte, hein, ou à vraiment donner aux managers, parfois aux collaborateurs, mais plus souvent aux managers, la bonne connaissance et surtout la bonne compréhension de l'impact
et de l'onde de choc que les RPS peuvent représenter chez les collaborateurs. Donc, formation à ce niveau-là, principalement formation, hein. Et puis ensuite au niveau tertiaire, qui est aussi un niveau curatif après que le risque ait été éventuellement repéré. C'est après constat des dommages, voilà, c'est ce qui est indiqué ici. Et bien là, il y a une prise en charge des personnes qui sont en souffrance. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué des mots comme burn-out, stress, anxiété, etc. Et bien une personne dans vos organisations, dans vos équipes qui serait comment dire, en souffrance, eh bien, pourrait ou peut, en fonction des dispositifs que vous avez, demander de l'aide avec un dispositif adapté. Alors, il n'y a pas, enfin, je dirais que c'est l'intérêt du dispositif, c'est quand il est assez bien, coordonné et que il existe aux 3 niveaux. Hein. S'il y avait uniquement dans une entreprise des actions de prévention au niveau tertiaire, quelque part, le message, ce serait, peu importe les facteurs, nous, on soigne ce qui s'est passé et on va pas remonter à la source. Alors que le grand principe des RPS et de la prévention des RPS, c'est d'analyser le travail, hein, c'est de sortir de l'individuel, de sortir du cas de la personne et de remonter aux causes qui pourraient être plus collectives, qui pourraient être plus globales, hein, plus organisationnelles. Et de la même manière, si vous avez des audits qui sont faits tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais que derrière, il n'y a aucune action qui est mise en place, donc on reste au niveau primaire, et bien là, ça n'a pas beaucoup d'impact et ça ne change pas la vie des personnes au quotidien. Donc oui, les RPS, hein, ça va se gérer, la prévention des RPS, ça va se gérer aux 3 niveaux du déroulé. Hein. Je passe rapidement. Alors rapidement, c'est peut-être la partie là où on a peut-être des choses à échanger, hein, sur les repères de prévention à activer. Alors, ce qui compte, bien sûr, c'est déjà de savoir repérer les symptômes. Et dans les formations, c'est beaucoup ce qu'on fait avec les collaborateurs, avec les managers, c'est d'apprendre à avoir une espèce de regard attentif, de compréhension, de connaissance, hein, des symptômes et de savoir en parler avec les personnes. La grande difficulté que vont avoir les managers, c'est que souvent, on ne sait pas trop entre la frontière personnelle et professionnelle, ce qui est de l'un, ce qui est de l'autre, et on n'ose pas nécessairement aller vers quelqu'un qui est en souffrance. Donc, en regardant un petit peu les symptômes qu'on va pouvoir observer, hein, donc tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, oui, on le retrouve ici. L'insomnie, la fatigue chronique, les erreurs fréquentes, les désaccords qui sont donc les conflits, les moments de tension, l'irritabilité, etc. Tous ces sujets-là, on va pouvoir identifier les symptômes. Et alors, soi-même, je dirais à un niveau individuel, c'est demander de l'aide, hein, aller voir son manager, aller voir une personne, enfin un relais santé au travail dans l'entreprise, aller voir éventuellement voilà les différents dispositifs dispositifs de psychologues, d'écoute en ligne. Enfin, il y a plein de dispositifs qui existent dans les organisations. Donc voilà. Alors, je vois une petite note d'Hélène, difficile d'identifier les symptômes dans le cadre du télétravail. Ben oui, parce qu'il y a la partie visuelle qui nous manque, qui est quand même essentielle. Donc, ça fait partie notamment des interventions que je fais sur le télétravail, où j'incite vraiment les managers à demander, à utiliser la caméra lors des échanges. Alors, non pas pour faire une prescription médicale ou d'être dans l'auscultation de la personne, mais d'avoir un contact régulier avec ses équipes visuelles, de voir comment vont les gens, comment ils sont, de les entendre bien sûr, mais de les voir aussi. Hein. Ça permet quand même de voir comment les gens sont, s'ils sont en santé, en forme. Et l'idée, c'est pas de faire une auscultation médicale, c'est pas de donner non plus, de mettre quelqu'un de force sous traitement, c'est pas ça. Mais c'est déjà d'observer ce qui se passe. Hein. Quand on est manager, on est quand même en responsabilité de ses équipes. Et puis de proposer de l'aide. Ça peut être une première démarche. Hein. Est-ce que tu aurais besoin d'aide? De quelle manière est-ce que je peux t'aider dans ta situation? Souhaites-tu que nous en parlions à une personne éventuellement du service santé au travail de l'entreprise? Vous voyez, de te trouver peut-être des mots. Alors là, je parle du manager vers son collaborateur. Ça peut aussi être entre collègues, hein, quand on a une bonne relation avec ses collègues et qu'on voit bien que quelqu'un n'est pas bien, ça se sent, ça se voit. Hein. Si en plus vous avez le contact visuel, on observe des choses. Eh bien,
eh bien de proposer. Alors, vous ne pouvez pas sauver les gens contre eux-mêmes et vous ne pouvez pas faire à la place des personnes. On ne peut pas être le sauveur, hein. Ça, c'est une posture dont il faut se méfier. Mais en tous les cas, on peut être, moi, je trouve que l'image du relais, hein, être un relais pour la personne et de lui dire qu'on a observé que le confinement peut-être était difficile pour elle à vivre et que voilà, de quelle manière est-ce qu'on peut apporter de l'aide. Ne serait-ce que ça, déjà, ça montre à la personne qu'elle peut avoir du soutien et que on n'a pas nécessairement la réponse pour elle, mais on peut apporter de l'aide. Alors, plusieurs personnes qui se nourrissent de constats négatifs. Oui, bah oui, c'est vrai que vous avez ce genre de situation qui arrive et on n'est pas tous faits pareil de la même épaisseur, hein. On n'est pas tous. Vous avez des personnes qui vont ronronner dans le négativisme et qui vont être peut-être aspirées par des choses pas très constructives, hein. Et c'est cette difficulté de vous protéger vous aussi individuellement, de ne pas être aspiré par ça, parce qu'il faut aussi penser à sa propre santé, hein, donc de mettre de la distance avec ces personnes-là si elles sont trop toxiques, trop négatives pour vous. Et si elles sont en difficulté, en souffrance, de leur proposer de l'aide. Mais on n'est pas les sauveurs des personnes, hein. Vous pourrez lire des choses sur Cartman qui pourront vous intéresser. On n'est pas les sauveurs de situation, ni les collègues, ni les managers. On peut être des relais, on peut être des soutiens à un moment donné et renvoyer vers les personnes qui sont les professionnels, que ce soit des médecins, des psychologues, des préventeurs, qui peuvent éventuellement apporter quelque chose de plus concret. Voilà, j'avance vite pour vous laisser du temps pour parler. Il y a un petit schéma que je trouve intéressant que je voulais partager. Alors, il est en anglais. Je trouvais qu'il était intéressant parce que ça parle du stress et vous devez peut-être tous bien connaître ça, hein, le niveau de stress et le niveau de performance. Et donc, on a à gauche une phase où on a peu de stress et on est plutôt inactive on board, ce serait plutôt inactif et on s'ennuie, hein, avec une certaine forme d'apathie. Et puis, plus les sollicitations augmentent et plus la demande au sens les sollicitations extérieures augmentent, et bien plus on va avoir un niveau de stress qui va s'intensifier jusqu'à un certain point, d'accord. Et ensuite, on va avoir un stress qui va être plutôt comment dire, inapproprié ou qui va se transformer en quelque chose de mauvais pour la santé et mauvais pour la santé physique et mentale. Bah oui, je suis désolée, hein. J'aimerais bien le trouver en français, celui-ci, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé de cette manière-là. Bon, je trouve que la courbe déjà et les couleurs, hein, sont assez indicatives. Je mettrai les sources. Vous avez les sources à la fin du document, tout y est. Mais je trouve qu'il est assez intéressant et on peut tout à fait imaginer de le traduire en français. J'essaierai peut-être de vous le traduire en français. Ce qui est intéressant dans cette boucle-là, et que vous retrouverez dans beaucoup de boucles qui parlent du stress, c'est que ce qui est important, c'est de bien comprendre que je parle du stress là, hein, spécifiquement, c'est que le stress, c'est un mécanisme en fait par lequel le corps s'adapte à une situation extérieure. Voilà, c'est assez simple en fait, hein. C'est-à-dire que j'ai une situation qui m'arrive et moi j'ai une capacité. Alors tout ça, on le fait sans réfléchir évidemment, hein. Là, je vous le décortique un petit peu. La situation m'arrive et moi j'ai une capacité à m'adapter. Et si jamais mon adaptation, elle est à niveau par rapport à cette situation qui arrive, si elle est adaptée, appropriée, eh bien je vais pas avoir de stress qui va s'accumuler. Par contre, si je dois constamment faire davantage, recharger des ressources complémentaires pour pouvoir faire face à cette situation qui est soit trop longue, soit trop intense, soit trop difficile pour moi, eh bien, au bout d'un moment, je m'épuise et je bascule côté maladie mentale, etc. Donc, la clé ici, c'est la récupération, hein. C'est de pouvoir récupérer à partir du moment où j'ai fourni un effort pour faire face à une situation qui arrive de l'extérieur, ce qui est mon quotidien, hein, le mien, le vôtre, c'est normal, sinon on serait dans notre lit toute la journée. Donc, c'est de faire face à des situations du quotidien. Eh bien, il faut que je puisse récupérer. Et comment est-ce qu'on récupère? Eh bien, le sommeil. Donc, c'est assez simple, hein, le rythme biologique, hein, est assez pour ça assez aidant, hein. Le jour, je suis plutôt en intervention, enfin je suis plutôt
en mode stress parce que je m'adapte à une situation extérieure. Et la nuit, je suis en mode repos et je récupère de l'énergie et des ressources pour affronter le lendemain de nouvelles situations. Affronter au sens positif du terme, hein, tout ça n'est pas que négatif. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle? Eh bien, faire des pauses régulières, ça c'est vraiment le principe de la récupération. Se garder des activités à soi, hein, pour prendre du recul, pour récupérer aussi. On est beaucoup dans la sédentarité en ce moment avec le confinement, donc pensez à toutes les activités qui peuvent vous sortir de votre fauteuil et pour être vraiment retrouver aussi un peu le corps et pas être que dans le mental. Alterner le travail sur écran et autres, alterner les postures de travail, qu'on soit assis, se mettre debout parfois, bouger, avoir ses écouteurs et faire ses réunions debout. Hein, tous ces sujets-là, c'est aussi des bonnes pratiques pour limiter les troubles, hein, psychosociaux. Voilà, se préserver des temps calmes, isolés pour des tâches qui demandent de la concentration. À la maison, voilà, vous avez différentes choses qui sont ici. Peut-être que vous-même, vous avez des bonnes pratiques que vous mettez en place. Et puis, si vous n'arrivez plus à parler, aux collègues, aux managers, si vous vous sentez dans une espèce d'isolement, alors soit un isolement subi, soit un repli, et que vous n'arrivez plus à retourner vers le collectif de travail, peut-être que les relais en interne, que ce soit la HSE, les RH, médecins du travail, service santé en entreprise, peuvent être des aides, hein, pour vous, qui sont des services supports autour de vous, hein, autour des collectifs de travail, pour vous aider à renouer avec le collectif, ou bien pour dépasser vous aider à dépasser des manifestations de RPS. Au niveau collectif, au niveau global, puisque vous avez vu qu'il y a le niveau micro, le mien, ce que je peux faire pour moi, hein. Souvent, on dit qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même, mais l'idée, c'est surtout de dire qu'il y a ce que je peux faire pour moi et puis ce que l'entreprise peut mettre en place, mais je peux pas tout attendre non plus de l'entreprise, hein. Il y a des choses qui sont de ma responsabilité. Tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, du sommeil, qui est la première source de récupération. Bah, prendre mon sommeil en main, en quelque sorte, c'est pas l'entreprise qui va le faire. Elle peut me former, me donner des tutos et tout ce qu'on veut sur le sommeil, mais à un moment donné, ça va être ma décision de me mettre ou pas une discipline. Alors, je dis pas que parce qu'on a une discipline, on dort bien, hein, ça serait pas du tout aussi simple que ça se saurait. Mais en revanche, de prendre le sujet en main. Vous voyez, après, il y a plein par exemple, quand on parle du sommeil, hein, d'adresser le sujet du sommeil, qui est un sujet très complexe. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire soit pour soi, et puis des choses qui vont dépendre davantage de l'entreprise. Donc, l'entreprise, déjà, c'est d'avoir une vision claire des facteurs de RPS en présence, hein, donc avec des audits, éventuellement des baromètres, enfin tout ce qui peut exister comme dispositif pour bien avoir connaissance des facteurs en présence, et de travailler ensuite à l'élimination, quand ça n'est pas possible, à la diminution des facteurs en présence. Quand je dis quand c'est pas possible, le Covid-19, on peut pas éliminer le Covid-19, on peut pas dire je veux qu'il y ait un vaccin et que tout revienne voilà, ça on peut pas. Donc par contre, l'entreprise peut mettre des choses en place qui vont limiter l'impact que ça a sur les équipes. Voilà, donc c'est identifier les facteurs, mettre les dispositifs en place par ordre de priorité, par nécessité, voilà. Et puis accompagner les personnes qui sont touchées, les personnes qui sont en souffrance, hein, qui sont en difficulté. Vous avez parlé de burn-out, vous avez parlé de stress, vous avez parlé d'anxiété. Donc toutes ces personnes-là, qu'elles aient des possibilités d'être aidées pour continuer à créer de la valeur et puis pour continuer, elles, à être dans une forme d'épanouissement plus global. Alors, communiquer sur le travail avec bienveillance, se comprendre avant de juger, voilà, il y a plusieurs pistes, hein. Ça serait difficile de vous donner le kit clé en main pour le nombre que vous êtes, dans la galaxie d'entreprises que vous représentez, donc il y a des choses très différentes. Mais par contre, voilà, pour ça, il y a vraiment des méthodologies qui fonctionnent, hein, d'aller repérer les facteurs de RPS et puis ensuite
proposer des actions d'amélioration, de prévention des RPS ou de développement de la qualité de vie au travail. Ça peut aussi être un axe de développement. Voilà, c'est s'intéresser, je ne sais pas si ça peut être le mot de la fin, mais s'intéresser pas uniquement au quoi, hein, c'est-à-dire au travail, aux objectifs de résultats et à la performance, mais aussi au comment, c'est-à-dire comment les personnes le vivent, comment les personnes finalement sont en santé, hein, une santé globale dans cet environnement-là. Moi, j'aime bien parler de performance durable. La performance de l'entreprise, bien sûr, mais la performance durable avec des équipes qui sont en capacité de se projeter dans le temps, hein, et pas être épuisées parce que l'environnement est à ce point difficile. Bien voilà, je pense que je vais conclure sur le mot durable. Je pense qu'il me va assez, ça me va assez bien, hein. Et ce qu'il faut retenir, eh bien, analyser les causes. On l'a dit, hein, pas seulement soigner les symptômes. Pour les personnes qui ont des difficultés plus ou moins graves, et surtout si c'est plus grave, eh bien, ne pas hésiter à parler. Les signaux faibles, c'est tous les petits signaux du quotidien, hein. Les signaux forts, c'est une crise majeure, mais les signaux faibles, c'est tous les petits signaux du quotidien. Et puis ensuite, travailler sur les leviers organisationnels, les règles de travail, tout ce qui peut être de l'ordre du collectif, hein, qui va permettre de toucher un grand nombre de personnes. Si vous adressez un cas individuel, parfois c'est nécessaire, hein, prendre en charge une personne et traiter le cas individuel, mais de vraiment chercher à avoir la vision la plus macro possible et la plus globale possible par rapport aux facteurs organisationnels. Voilà. J'ai essayé d'être à la fois rapide et concise. Je vois qu'on a quand même mis 1 heure. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, effectivement, c'était une première intro, une première sensibilisation. C'est difficile, c'est un sujet très complexe, notamment actuellement. Et effectivement, il y a une galaxie d'entreprises et de profils qui sont très différents. Il y a des gens qui nous disent dans le chat qu'ils sont chefs d'entreprise. Il y a des situations de chômage partiel. Donc voilà, c'est très différent, mais on a essayé de vous faire, en tout cas, de vous sensibiliser au maximum en 1 heure. On va peut-être consacrer 5 minutes aux questions-réponses et puis ensuite on laissera tout le monde déjeuner tranquillement. Alors, il y avait une remarque de Delphine qui est effectivement intéressante, c'est pas toujours aux chefs d'entreprise ou aux collègues, il faut aussi pouvoir parler au service des médecines du travail qui sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement en prévention. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais sur le rôle en tant que collègue d'être le relais, mais de pas être le sauveur, c'est-à-dire de pas vouloir sauver toutes les situations individuelles, parce que là, on va se mettre soi-même en situation de burn-out et à vouloir régler les problèmes des autres, on va peut-être nous-mêmes être en état de stress. Donc, c'est intéressant de toujours se dire qu'on doit renvoyer vers les professionnels. Il y avait une question de Nathalie sur l'impact du chômage, l'impact sur les RPS du chômage partiel. Effectivement, Isabelle, je pense que ça, pour le coup, ça peut être un gros facteur de stress sur des équipes qui sont en fermeture administrative, quoi. Oui. Oui, ça fait vraiment partie de l'insécurité économique, hein, qu'on voit dans les catégories de Michel Golac. Effectivement, et je dirais presque que c'est un des sujets majeurs, hein, d'anxiété qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que la relation, l'isolement, etc., c'est difficile à vivre. Mais les 2 sujets essentiels, c'est la santé, la vôtre, celle de vos proches, et parfois je dirais même celle de vos proches et la vôtre ensuite, et la santé économique, la sécurité économique qui passe par le travail. Donc oui, bien sûr, ce sont des facteurs qui sont éminemment importants dans la prévention des risques psychosociaux. Ouais. Il y avait une remarque de Sidonie qui nous disait au début du webinaire, pourquoi rechercher les causes dans l'entreprise et le travail? Alors, c'est pas du tout l'objet de ce webinaire, hein, forcément, mais le sujet des risques psychosociaux, c'est le lien entre l'individu et le collectif, et comment l'entreprise peut être source de stress. Donc, c'est, je dirais, le sujet de ce webinaire. Mais après, on pourrait un jour proposer un webinaire sur la gestion du stress qui, là, serait beaucoup plus individuel. Oui. Il y avait une remarque de Thibaut sur la sieste quotidienne. Alors, effectivement, il y a plein de solutions à l'échelle individuelle qui peuvent exister pour apprendre à mieux gérer son stress. Ça peut être la sieste, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être la lecture. Enfin, il y a plein de solutions à l'échelle individuelle. Et effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que pas uniquement attendre des solutions de la part de ses collègues ou de la part de son manager ou de son chef d'entreprise, mais qu'il y a aussi des solutions
à l'échelle individuelle. Alors, je regarde. Oui. J'aime bien cette idée de cercle d'influence, c'est-à-dire vous savez, c'est assez visuel. C'est un rond, en fait, un disque au centre duquel il y a ce que vous pouvez faire pour vous-même, et directement vous-même, et puis il y a ce qui est au-delà, c'est-à-dire que ce qui dépend de votre premier entourage, voire de ce qui dépend plus du tout de vous, hein. Et parfois de remettre les choses un petit peu en place, eh bien ça permet de pas s'accrocher à tout ce sur lequel on peut rien faire et qui nous désespère, et plutôt de s'activer sur des choses sur lesquelles on a une action possible. Et il y a pas mal de questions et de commentaires sur le rôle du chef d'entreprise. Il a un rôle difficile. Oui. Alors, je sais qu'on peut pas résumer ça en 2 minutes, mais quels seraient, toi, les conseils justement sur le rôle du chef d'entreprise pour… Je dirais que c'est d'avoir une approche, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un peu décomplexée par rapport au RPS. C'est-à-dire que c'est pas il y a pas, tout à l'heure je l'ai lu le chat, c'est pas ne pas enfin les RPS, ce sera un problème de collaborateurs, et la performance, ce sera un problème de dirigeants. Je pense que non, je pense que l'ensemble est un problème de tous. Moi, collaborateur, j'ai plutôt intérêt à ce que l'entreprise soit performante. On revient à la sécurité économique. Moi, dirigeant, j'ai plutôt intérêt à ce que mes équipes soient épanouies et soient en santé, comme disent les Canadiens, hein, soient en santé. Et donc, d'avoir une approche un peu globale, enfin macro du sujet, en cherchant à identifier les facteurs sur lesquels on peut agir. Parfois, c'est pas des grands changements, hein, les facteurs que l'on peut agir qui vont diminuer l'impact sur les collaborateurs. De certains sujets, d'avoir le courage aussi, hein, d'aller sur certains sujets. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais le harcèlement, par exemple, hein, qu'on peut avoir dans les équipes, eh bien que le dirigeant soit suffisamment courageux aussi pour mettre un terme parfois à des situations qui sont juste inacceptables, et qui mettent beaucoup de gens en souffrance. Donc voilà, c'est d'avoir cette approche-là, peut-être, que je pourrais éventuellement recommander, si je peux me permettre, bien sûr. Ouais, ok. Ensuite, il y a des personnes qui nous demandent des contacts. Donc là, je vous ai mis mon adresse mail. Votre interlocuteur Clésia aussi, que ce soit l'interlocuteur commercial ou pas, pourra répondre à vos questions. Je vais vous mettre aussi le lien vers le petit questionnaire de satisfaction. Je vais vous le mettre tout de suite dans le chat. Si vous avez une petite minute, ça serait super de nous aider à remplir. Comme ça, on pourra s'adapter, calibrer les prochaines interventions. Donc voilà, ça nous est très utile. Isabelle, je te laisse peut-être conclure si tu veux dire le mot de la fin. Bah, écoutez, moi, le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment penser performance durable, que de quelque position où vous vous trouvez, hein, que vous soyez dirigeant, que vous soyez RH, que vous soyez préventeur ou collaborateur, même manager, pensez performance durable pour vous, pour vos équipes. C'est vraiment, je pense, l'axe qui permet d'avoir une approche d'RPS qui soit pas non plus culpabilisante. C'est pas le but, mais en même temps ne pas se mentir, hein, et de le prendre vraiment comme un enjeu de performance pour vos entreprises, mais aussi de santé pour vos collaborateurs. Merci beaucoup Isabelle. Donc, vous avez été jusqu'à 150 connectés. Donc merci pour votre confiance. On vous souhaite un très bon après-midi et vous recevrez donc les documents par mail à l'issue du webinaire. Et si vous avez une minute pour répondre à ce petit questionnaire de satisfaction, ça nous serait très utile. Merci pour vos gentils commentaires, c'est très sympa. Merci Isabelle et passez un bon après-midi. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir tout le monde.